On commence le chapitre 5 aujourd'hui qui porte sur l'estimation de paramètres. Et aujourd'hui, on va parler de l'estimation d'une moyenne mu. Alors, juste avant qu'on commence la matière comme telle, un petit rappel des notations qu'on va utiliser dans ce chapitre et qu'on a déjà vu précédemment. Quand j'écris la lettre mu, ça désigne la moyenne d'une population. Quand j'écris x bar, ça désigne la moyenne d'un échantillon. Alors, c'est très important de distinguer les deux. Mu, c'est une population, x bar, c'est un échantillon. Quand j'écris sigma, c'est l'écart type d'une population. Et quand j'écris S, ça désigne l'écart type d'un échantillon. Retenez qu'en statistique, les lettres grecques sont très souvent utilisées pour représenter des paramètres qui sont calculés sur une population et non sur un échantillon. Maintenant, dans ce chapitre, donc le but de ce chapitre, ce sera quoi? Ce sera d'estimer la valeur de la moyenne d'une population ou la valeur d'une proportion dans la population, qu'on va appeler pi, c'est ce qu'on va faire dans la prochaine capsule vidéo, à partir des informations qu'on a dans l'échantillon. Aujourd'hui, la capsule vidéo, elle porte sur l'estimation de la valeur de la moyenne d'une population mu. Alors, on va voir aujourd'hui deux types d'estimation. On va voir l'estimation ponctuelle, qui est très courte, et l'estimation par intervalle de confiance, qui est un peu plus longue, mais qui est quand même donne des résultats plus satisfaisants. Alors, l'estimation ponctuelle d'un paramètre, ben, ça consiste à estimer la valeur de celui-ci à l'aide d'une seule valeur calculée sur un échantillon. Alors, on va parler maintenant de l'estimation ponctuelle de mu. L'estimateur ponctuel de mu, c'est x bar. Donc, autrement dit, si tu veux estimer la moyenne de ta population, tu calcules tout simplement la moyenne sur ton échantillon. Et même chose pour l'écart type. L'estimateur ponctuel de sigma, ce sera S. Donc, si tu veux estimer l'écart type de ta population, calcule l'écart type de ton échantillon. Allons-y d'un exemple. Alors, on dit pour étudier l'âge des clients d'un centre de conditionnement physique, on a prévu un échantillon de 15 clients et on a obtenu les données suivantes. Alors, vous avez la liste des données à l'écran. Alors, estimer de façon ponctuelle la moyenne et l'écart type. Autrement dit, on vous demande tout simplement de calculer x bar et de calculer S. Alors, vous sortez votre calculatrice comme on l'a vu dans le chapitre sur les statistiques descriptives et vous calculez x bar, donc x bar vaut 50,2 ans, et l'écart type vaut 14,33 ans. Alors ça, ce sont des estimateurs ponctuels de la moyenne d'une population. Par contre, est-ce que ça veut dire que la moyenne de la population est égale à 50,2? Ben sûrement pas, parce que dans une population, il y aura plus que 15 clients. Au centre de conditionnement physique, il y a sûrement plus que 15 clients. Alors, x bar, ça nous donne une idée de la valeur de mu, mais ce ne sera pas exactement égal à la valeur de mu. Alors, c'est pour ça qu'on va voir maintenant l'estimation par intervalle de confiance de mu. Alors, pour estimer mu par un intervalle de confiance, ce sera quoi le but? Ce sera de trouver un intervalle qui a de fortes probabilités de contenir la moyenne de la population mu. Il faut comprendre qu'en statistique, on n'a jamais, c'est très rare, pas jamais, mais c'est très rare qu'on a la chance de bénéficier de la population complète. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on prélève un échantillon et à partir de l'échantillon, on arrive à estimer ce qui se passe dans la population. Donc, tout à l'heure, dans l'exemple que j'ai fait avec les clients du centre, j'ai obtenu une moyenne de 50,2 ans. Ça me donne une idée de la moyenne de la population, mais ça ne me donne pas exactement sa valeur. Alors, ce que je vais faire, je vais trouver un intervalle qui a de fortes probabilités de contenir la moyenne de la population mu. Quand je dis des fortes probabilités, c'est souvent des probabilités de l'ordre de 90, 95 ou 99%. Malheureusement, je ne peux pas avoir un intervalle de confiance à 100%. Sinon, ce serait un intervalle tellement large qu'il ne voudrait absolument rien dire. Alors, on se permet un petit risque, mais avec ce risque-là, on a quand même peu de chances d'avoir tort et on a de très bonnes chances d'avoir raison. Avant de calculer les intervalles de confiance comme tel, on va définir ce que c'est qu'un seuil de probabilité.
Alors, un seuil de probabilité, c'est une valeur qu'on note Z alpha, qui est située sur l'axe des X du graphique de la courbe normale de moyenne 0 et d'écart type 1. Donc, c'est cette valeur-là que je pointe ici actuellement. Et quand on écrit Z alpha, ça veut dire que la surface qui est à droite, ici, va valoir alpha. Alors, ça signifie que la probabilité que la cote Z soit supérieure à Z alpha est égale à, justement, alpha. Alors, voyons un exemple. Si je vous demande de calculer Z de 0,05, ça veut dire que je cherche une valeur donc qui est située ici sur l'axe des X, qui fait en sorte que l'aire sous la courbe normale à droite de cette valeur-là est égal à 0,05. Alors, pour aller fouiller dans la table de loi normale, ben, je vais utiliser la surface qui est ici, parce que je sais que si j'ai une surface de 0,05 à cet endroit-là, ben ici, j'ai 0,45 parce que le total des deux doit donner 0,5. Alors, on va aller dans la table de loi normale, on va aller à l'intérieur de la table et on va chercher c'est quoi la valeur la plus près de 0,45 qu'on a. Et cette valeur-là, ben, tiens, elle se trouve pile poil entre deux valeurs, entre 0,4495 et entre 0,4505. Alors, quand ça arrive comme ça, qu'on tombe sur une valeur qui est vraiment à mi-chemin entre deux valeurs de la table, ben, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre les deux valeurs puis on va faire la moyenne. Alors, la valeur qui est associée à 0,4495, ben c'est 1,64. Hein. Si on regarde le point 4495, là, ben il est à l'intersection de la ligne 1,6 et de la colonne 0,04. Et la valeur qui est associée à 0,4505, elle est à l'intersection de la ligne 1,60 et de la colonne 0,05. Alors, je vais faire la moyenne de ces deux valeurs-là. Et ça me donne une valeur de 1,645. Alors, c'est ça qu'on appelle le Z 0,05. Allons-y d'un autre exemple. On va chercher le Z 0,01. Si ça vous tente, vous pouvez appuyer sur pause et essayer de le faire de vous-même. Alors, pour trouver ce Z de 0,01 là, ben, regardez, j'ai ma courbe normale ici. Et ça veut dire que l'aire sous la courbe à droite de Z alpha vaut 0,01. Alors, ça signifie que l'aire sous la courbe entre 0 et cette valeur-là est de 0,49. Alors, on va aller voir dans la table de loi normale quelle est la valeur la plus près possible de 0,49. Donc, on va chercher dans ce coin ici. C'est là que les valeurs sont autour de 0,49. Et ce que je trouve, c'est cette valeur-là ici qui est 0,4901. C'est vraiment la valeur la plus près dans la table de 0,49. Alors, je vais garder la valeur de 2,33, hein, parce que c'est à la ligne 2,30 et à la colonne 0,03. Donc, mon Z de 0,01 va être égal à 2,33. Maintenant, avant d'aller plus loin dans la recherche de l'intervalle de confiance pour une moyenne, dans les prochaines images, je vais aller souvent voir une valeur qui correspond à Z alpha sur 2. Alors, Z alpha sur 2, c'est quoi? Ben, c'est un seuil de probabilité. Alors, ça correspond dans le fond à la valeur sur l'axe des X qui fait en sorte que l'aire sous la courbe dans la région ici que je pointe est de alpha sur 2. Et forcément, comme la courbe normale elle est symétrique, ben, il existe une valeur de l'autre côté qui est moins Z alpha sur 2, qui, elle, a dans cette région-là ici, elle aussi a une probabilité de alpha sur 2. Et la probabilité qui est au centre, on va l'appeler 1 moins alpha. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous disais qu'on cherchait un intervalle qui avait de très fortes probabilités de contenir la moyenne. Ben, cette très forte probabilité-là ici, on va l'appeler 1 moins alpha. Donc, si je cherche un intervalle de confiance à 90%, ben 1 moins alpha va être égal à 0,90 et on va avoir des probabilités de 5% ici et de 5% là. Si j'en ai 1 moins alpha de 95%, je vais avoir une probabilité de 2,5% ici et de 2,5% là, et ainsi de suite. Alors, allons-y maintenant avec la recherche de notre intervalle de confiance. Ça va peut-être vous paraître un peu complexe au niveau mathématique dans les prochaines images, mais rassurez-vous, une fois qu'on aura trouvé notre intervalle, ça va être très simple.
Mais pour l'instant, donc, on va voir d'où vient cet intervalle de confiance-là. Juste vous rappeler que dans le chapitre 4, qu'on a fait juste avant, on avait trouvé que si on avait prélevé un échantillon avec remise et que les données sont de loi normale, ben on a vu que X bar était distribué selon loi normale de moyenne mu et de variance sigma carré sur n. Si je calcule la cote z de X bar, donc X bar moins mu sur sigma sur racine de n, donc la moyenne échantillonnale moins la moyenne de la population sur l'écart type de X bar, ben ça me donne une normale 0,1. Alors, je vais me servir de ce résultat-là pour justement chercher deux seuils de probabilité qui seront Z alpha sur 2 et moins Z alpha sur 2, de façon à ce que X bar moins mu sur sigma sur racine de n, la probabilité que X bar moins mu sur sigma sur racine de n soit compris entre moins Z alpha sur 2 et Z alpha sur 2 va être égal à 1 moins alpha. Je vous rappelle que 1 moins alpha, c'est une très forte probabilité, donc de l'ordre de 90, 95 ou 99%. Et pour trouver mon intervalle de confiance, ben on va faire un petit peu d'algèbre. On va isoler le mu qui est ici. Ce mu-là qui est là, on va l'isoler. Puis on va, ça va être ça notre intervalle de confiance quand on aura réussi à l'isoler. Alors, première chose qu'on va faire, on va envoyer notre dénominateur de chaque côté des inégalités. Donc, ça va me donner moins z alpha sur 2 sigma sur racine de n, inférieur à x bar moins mu, inférieur à z alpha sur 2 sigma sur racine de n. Ensuite, on va envoyer notre x bar de chaque côté. Alors, comme j'avais x bar moins mu, ben, quand je l'envoie du côté gauche, ben, ça me donne moins x bar. Et même chose quand je l'envoie du côté droit. Et là, ben, si je veux isoler mon mu, ben, il faut que je multiplie tout ça par moins 1. Sauf qu'il ne faut pas oublier que quand on multiplie les deux côtés d'une égalité par moins 1, ben, l'inégalité change de sens. Alors ici, ben, les deux plus petits vont devenir deux plus grands. Donc, ça veut dire que je vais avoir x bar plus z alpha sur 2 sigma sur racine de n, supérieur à mu, supérieur à x bar moins z alpha sur 2 sigma sur racine de n. Et ça, c'est égal à 1 moins alpha. Et finalement, ben, juste par souci d'élégance, on aime ça quand on a un intervalle partir du plus petit vers le plus grand et non du plus grand vers le plus petit. Alors, on va juste changer l'ordre des choses. Alors, voici l'intervalle final que j'ai. Donc, vous voyez, mon mu est isolé et les valeurs qui sont ici seront les bornes inférieures et bornes supérieures de mon intervalle de confiance. Alors, on vient de trouver, mine de rien, la formule pour un intervalle de confiance quand les données sont de loi normale et que la variance de la population est connue, ou l'écart type de la population est connu. Alors, en conclusion, si l'écart type de la population est connu, si les données sont de loi normale, ben, si votre échantillon est prélevé avec remise, ben, vous allez obtenir cet intervalle de confiance qu'on vient de déterminer, qu'on vient de calculer. Si jamais votre échantillon est sans remise, ben, on va ajouter le facteur de correction pour les petites populations. Vous vous rappelez le grand N moins petit n sur grand N moins 1 qu'on avait vu apparaître la première fois avec la loi hypergéométrique, là? Ben, il revient nous voir. Hein? On va l'utiliser. Mais on va mettre une racine carrée dessus parce que là, cette fois-ci, il n'accompagne pas la variance, il accompagne l'écart type. Alors, ce facteur racine carrée de grand N moins petit n sur grand N moins 1, ben, on va l'utiliser quand l'échantillon est pris sans remise. Mais remarquez que ce facteur-là sera négligeable si le rapport entre petit n sur grand N est inférieur à 0,05. Juste vous rappeler, hein, grand N, c'est la taille de la population, puis petit n, c'est la taille de l'échantillon. Alors, je pense qu'on est dû pour un exemple. On vous dit qu'un échantillon de 25 conversations téléphoniques des employés d'une entreprise a été prélevé de façon aléatoire, donnant un temps moyen de 13,4 minutes. Si on sait que la durée des conversations téléphoniques des employés de cette entreprise se distribue normalement avec un écart type de 4,2 minutes, déterminer un intervalle de confiance au niveau de 95% pour estimer la durée moyenne des conversations téléphoniques des employés de cette entreprise. Donc, on veut estimer la durée
moyenne des conversations, donc on va estimer mu, avec un niveau de confiance de 95%, donc on va estimer mu puis être certain à 95% que notre intervalle contient la vraie valeur de mu. Alors, première chose qu'on va faire pour ça, on va bien sûr déterminer notre variable, donc l'identifier. Alors ici, x, c'est la durée d'une conversation téléphonique d'un employé de l'entreprise. Maintenant, quelle formule on va utiliser? Premièrement, on nous dit dans le problème que les données se distribuent normalement. Alors, je sais que x est distribué normalement. Là, maintenant, j'aimerais savoir si c'est avec ou sans remise, mais on ne me le dit pas. Mais on a vu dans le chapitre 4 que si jamais grand N est inconnu, ça voulait dire habituellement que la taille de la population est tellement grande qu'on ne le donne pas, parce que de toute façon, même si c'était sans remise, le facteur serait négligeable. Donc, comme mon grand N est inconnu, on va supposer que c'est pris avec remise. Et l'écart type de la population, il est connu parce qu'on vous le donne ici. On vous dit que les données se distribuent normalement avec un écart type de 4,2 minutes. Alors, la formule qu'on va utiliser, ce sera cette formule-là, donc qu'on a vu tout à l'heure. Maintenant, on va estimer chacun des paramètres dont on a besoin pour la formule en question. Alors, mon x bar, donc la moyenne de mon échantillon, je l'ai. Il est ici, c'est marqué dans le problème. L'écart type de la population, il est donné ici, c'est 4,2. La taille de l'échantillon, je l'ai ici, c'est 25. Le 1 moins alpha, je le sais, c'est 95%. La seule chose qui me reste à trouver dans cette formule-là, c'est le Z alpha sur 2, qui est associé à un 1 moins alpha de 0,95. Alors, je vais dessiner ma courbe normale. Si mon intervalle est un intervalle à 95%, ça veut donc dire que de chaque côté du 0, j'ai 0,475. Donc, on va aller voir dans la table de loi normale la valeur la plus près qu'on a de 0,475. Et on est chanceux parce que 0,475, on trouve dans la table 0,4750. Et si vous regardez dans votre table, vous allez voir que c'est associé à la valeur 1,96. Donc, le Z alpha sur 2 vaut 1,96. Et maintenant, j'ai tout ce qu'il me faut pour calculer mon intervalle parce que j'ai toutes les valeurs associées autant à la borne inférieure qu'à la borne supérieure. Alors, allons-y pour le calcul des bornes de l'intervalle. Vous voyez ici, j'ai fait apparaître à l'écran la formule qu'on a choisie à l'image précédente. Juste vous dire, ce que vous voyez actuellement, le Z alpha sur 2 sigma sur racine de n qui se répète de chaque côté, on appelle ça la marge d'erreur. Et c'est toujours ça qu'on va calculer en premier quand on cherche notre intervalle de confiance, parce que en le calculant en premier, comme on doit le mettre de chaque côté de l'égalité, on fera le calcul seulement qu'une fois. Alors, le premier calcul qu'on va faire, donc, c'est le calcul de la marge d'erreur, qui est Z alpha sur 2 fois sigma sur racine de n. Donc, ça nous donne 1,96 fois 4,2 sur la racine de 25, qui est égal à 1,6464. Donc, mon intervalle, ce sera x bar moins la marge d'erreur jusqu'à x bar plus la marge d'erreur. Donc, 13,4 moins 1,6464 jusqu'à 13,4 plus 1,6464. Et cette probabilité-là, elle est égale à 95%. Ça veut donc dire que ma moyenne mu, donc la moyenne de la population complète, elle sera comprise entre 11,7536 minutes et 15,0464 minutes. Ça veut dire que si je prends toutes les conversations téléphoniques de l'entreprise, que je calcule la moyenne, cette moyenne-là, elle va se situer entre ces deux valeurs-là. Où est-ce qu'elle sera dans cet intervalle-là? J'en ai aucune idée. Mais je suis sûr à 95%, donc 19 fois sur 20, qu'elle se situe à l'intérieur de cet intervalle. Alors, conclusion, on va exprimer maintenant le résultat en donnant le sens dans le contexte. Quand je vous demande le sens dans le contexte, je veux que vous me disiez qu'est-ce que ça représente, ce que vous venez de trouver.
sans te donner un détail mathématique. Il faut que vous soyez capable d'expliquer à monsieur et madame tout le monde qu'est-ce que ce résultat-là signifie. Alors, on va dire qu'on affirme avec une probabilité de 95% que la durée moyenne de l'ensemble des conversations téléphoniques des employés de l'entreprise se situe entre 11,7536 minutes et 15,0464 minutes. Remarquez, hein, quand vous me donnez le sens dans le contexte, ce que vous avez estimé, c'est quoi? C'est la durée moyenne. C'est pas la durée moyenne de l'échantillon, ça, on le sait, c'est X bar. On parle de la durée moyenne de la population complète, donc de l'ensemble des conversations téléphoniques des employés de l'entreprise. Alors, voilà le sens dans le contexte, et voici notre premier exemple d'intervalle de confiance qui est maintenant complété. Maintenant, dans l'exemple qu'on a fait précédemment, on avait l'écart type de la population qui était connu. On avait des données qui suivaient une loi normale. Alors, on avait trouvé la formule associée à ça. Mais qu'est-ce qui se passe si nos données ne sont pas de loi normale? Et que, c'est sûr, que nos données ne sont pas de loi normale, à ce moment-là, on va ajouter une condition. On va dire qu'il faut que la taille de l'échantillon soit supérieure ou égale à 30. Et vous vous rappelez le théorème limite centrale? Grâce à ce théorème-là, grâce au théorème limite centrale, les intervalles de confiance qu'on a trouvés tout à l'heure vont être encore bons. Alors, on va pouvoir les utiliser, eux, encore une fois, même si nos données ne sont pas de loi normale. Mais là, il y a une condition qui s'ajoute. Il faut qu'on ait au moins 30 données. À partir du moment où on en a plus que 30, que ce soit de loi normale ou pas, on est correct grâce au théorème limite centrale. Alors, allons-y avec un exemple. Si ça vous tente de l'essayer, même je vous suggère de faire pause et de l'essayer, mais on va le faire ensemble par la suite. Alors, l'exemple est suivant. On vous dit, un cultivateur a un troupeau de 150 chèvres. Pour estimer la production laitière moyenne hebdomadaire de ces chèvres, il prélève sans remise et de façon aléatoire un échantillon de 45 chèvres et il calcule une production moyenne de 24,1 litres. En admettant que l'écart type est de 3,3 litres, alors là on parle de l'écart type de la population, construire un intervalle de confiance à 90% pour la production moyenne des chèvres de ce troupeau. Alors, première chose, la variable aléatoire, c'est la production laitière hebdomadaire d'une chèvre. Ça, ce sera notre X. Pour la formule, nulle part on me dit que les données sont de loi normale. On me dit par contre que l'échantillon est sans remise. Je connais l'écart type de la population, on me l'a donné ici. Et si je calcule le rapport petit n sur grand N, donc 45 sur 150, ça me donne un résultat qui est supérieur à 0,05. Donc, le facteur de correction ne sera pas négligeable. Alors, voici la formule que je vais utiliser pour l'intervalle de confiance pour la moyenne. Alors, maintenant, on va estimer nos paramètres. Alors, X bar, on le connaît, c'est 24,1. L'écart type de la population, on le connaît aussi, c'est 3,3. Petit n vaut 45. Grand N vaut 150. Et je sais aussi que 1 moins alpha, donc le niveau de confiance, est de 90%. Et ça, en passant, le niveau de confiance, dans les questions de test ou d'examen, on va toujours vous le donner. Il me reste à trouver le Z alpha sur 2. Alors, si j'ai un intervalle de confiance à 90%, ça veut dire que de chaque côté du 0, j'ai 45%. Donc, on va aller fouiller dans la table de loi normale à 0,45. Et là, on est à mi-chemin entre 1,64 et 1,65. Alors, on va faire la moyenne des deux. Et le Z alpha sur 2 sera égal à 1,645. Alors, je suis maintenant en mesure de calculer l'intervalle de confiance. On va commencer par calculer la marge d'erreur. On a tout ce qu'il nous faut pour la calculer. Alors, je vous épargne les détails. Vous le voyez comme moi à l'écran. La marge d'erreur va être égale à 0,679. Et mon intervalle de confiance, c'est la moyenne de l'échantillon moins la marge d'erreur, jusqu'à la moyenne de l'échantillon plus la marge d'erreur. Donc, ça me donne un intervalle qui va de 23,421
jusqu'à 24,779. Et cet intervalle-là contient la moyenne de la population avec une probabilité de 90%. Alors, le sens dans le contexte, bien, on va dire qu'on affirme avec une probabilité de 90%. Donc, on affirme, mais quand même une petite gêne, là. On n'est pas certain à 100%. On affirme à 90%. Donc, on est sûr à 90% que la production laitière moyenne de l'ensemble des chèvres du troupeau, elle se situe entre 23,421 litres et 24,779 litres. Je vous rappelle, c'est la production hebdomadaire. J'aurais peut-être dû le marquer dans le sens, dans le contexte. Je ne l'ai pas fait, mais c'est la production hebdomadaire qui nous intéresse ici. OK, maintenant, on va s'intéresser à un cas particulier des intervalles de confiance pour une moyenne. C'est le troisième cas qu'on va étudier, le cas où est-ce que l'écart type de la population est inconnu. Les données sont de loi normale et n est inférieur à 30. Avant de parler de l'intervalle de confiance comme tel, je vais vous parler de d'autres lois continues de probabilité. On a vu déjà dans les lois continues, on a parlé de la loi exponentielle, on a parlé de la loi normale, mais il en existe d'autres, comme la loi du qui carré. La loi du qui carré, c'est une loi qu'on a quand on a une somme de A variables de loi normale, mais des lois normales qu'on met au carré. Cette loi-là, donc, va être... Quand on a une somme de lois normales au carré, en fait, cette somme-là suit une loi du qui carré avec A degré de liberté si on additionne A variable de loi normale 0,1. Et on note ça comme ça. On dit que X est distribué selon une loi du qui carré à A degré de liberté, A étant le nombre de lois normales au carré qu'on additionne. Alors, une des choses qu'on n'a pas vues dans le chapitre 4, mais qu'on va avoir besoin maintenant, c'est de dire que la variable n-1 fois la variance de l'échantillon sur la variance de la population est justement distribuée selon une loi qui2 à n-1 degré de liberté. Alors, on va avoir besoin de cette information-là pour comprendre ce qui s'en vient, parce que il existe aussi une autre loi qui s'appelle la loi de Student, qui survient quand on a une variable aléatoire de loi normale qui est divisée par la racine carrée d'une loi qui2 qui est elle-même divisée par son nombre de degrés de liberté. Vous voyez, on a ça ici en bas. On a une loi normale divisée par la racine carrée d'une qui2 à A degrés de liberté sur son nombre de degrés de liberté qui est A. On dit à ce moment-là que ça suit une loi de Student à A degrés de liberté. C'est un peu bizarre, hein, parce qu'on note la loi de Student par un T, parce qu'on ne veut pas mélanger la loi avec l'écart type de l'échantillon, qu'on note par S. Alors, c'est pour ça qu'on n'a pas mis un S pour représenter la loi de Student. Une autre chose bizarre de la loi de Student, je ne sais pas si vous êtes des amateurs de bière et si vous connaissez la bière Guinness, qui est une bière noire irlandaise qui est vraiment mythique, qui est une vieille bière très légendaire. Ben, la loi de Student, elle a été inventée par un dénommé William Gossett, qui a été un chimiste et un mathématicien qui travaillait justement pour la brasserie Guinness. Et vous allez peut-être dire, ben, s'il s'appelait Gossett, pourquoi on n'a pas appelé ça la loi de Gossett? C'est que l'entreprise Guinness lui a interdit d'utiliser son nom pour la loi en question. Alors, il n'avait pas le droit de publier ses résultats sous son propre nom. Alors, il s'est inventé un personnage qui s'appelait Student. Et c'est pour ça que la loi s'appelle la loi de Student. Mais en fait, la loi de Student a été inventée par un dénommé Gossett. Alors, pourquoi je vous ai parlé de tout ça? Ben, regardez bien. Pour trouver l'intervalle de confiance, normalement, on est parti avec x bar moins mu sur sigma sur racine de n. Quand on a voulu démontrer nos autres intervalles de confiance, on est parti de là. Mais là, n'oubliez pas, on ne connaît pas sigma. Alors, comme x bar moins mu sur sigma sur racine de n, ça suit une normale 0,1, et que n-1 s carré sur sigma carré, ça suit une loi qui2 à n-1 degré de liberté, ben, si on fait le calcul suivant, c'est-à-dire si on prend cette statistique-là divisée par la racine carrée de celle-là, ben, je me retrouve avec une normale 0,1 divisée par la racine carrée d'une qui2, divisée elle-même par son degré de liberté. Et ça, ben, on a vu que cette nouvelle variable-là sera distribuée selon une loi de Student à n-1 degré de liberté. Et regardez bien ce qui va se passer. Je vous rappelle qu'on ne connaît pas sigma. Regardez bien quand on simplifie le calcul. J'ai ça ici.
je peux déjà simplifier les n-1. Ensuite, je vais avoir x bar moins mu sur sigma sur racine de n multiplié par la racine carrée de sigma carré sur s carré, parce que rappelez-vous que quand on divise par une fraction, on multiplie par l'inverse. Et là, ben, la racine carrée de sigma carré que vous avez ici, ça donne sigma. Alors, je vais pouvoir aller le simplifier avec le sigma qui est là. Ce qui fait que je me retrouve avec la statistique suivante, x bar moins mu sur s sur racine de n, qui est distribuée selon une loi de Student à n-1 de degré de liberté. Alors, rappelez-vous, quand j'ai présenté mes premiers intervalles de confiance, là, je suis parti avec cette statistique-là. Alors là, maintenant, j'aurais juste à faire la même chose, mais avec cette statistique-là. Et au lieu d'utiliser des seuils de probabilité qui viennent d'une loi normale, ben, je vais utiliser des seuils de probabilité qui viennent d'une loi de Student. Alors, ça veut dire que si l'échantillon est avec remise, l'intervalle de confiance va devenir l'intervalle suivant. Je ne recommencerai pas tout le processus à zéro, mais ça devient cet intervalle-là, donc, qui dit que la probabilité que x bar moins t alpha sur 2 à n-1 degré de liberté s sur racine de n, c'est inférieur à mu et c'est inférieur à x bar plus t alpha sur 2 n-1 s sur racine de n qui est égal à 1 moins alpha. Juste vous préciser que, bon, aussi, oui, j'oubliais, si l'échantillon est sans remise, ben, ça va être le même intervalle, mais avec, devinez quoi, le facteur de correction pour les petites populations. Et ce facteur-là, évidemment, est négligeable si petit n sur grand N est inférieur à 5%, donc est inférieur à 0,05. Petite précision, donc, que je voulais vous dire tout à l'heure, le T alpha sur 2 n-1, qui est ici, là, ça, c'est un paramètre seulement. C'est une seule valeur qu'on va aller trouver, non pas dans une table de loi normale, mais dans une table de Student que vous allez trouver dans vos notes de cours du chapitre 3 ou sur Léa, parce que je l'ai mis sur Léa aussi. Donc, ça va être une table qui va nous servir pour ce cas-là. Et c'est dans quel cas? Ben, c'est dans le cas où on a sigma qui est inconnu et on a n plus petit que 30 et on a des données qui sont de loi normale. C'est un peu bizarre. On a des données de loi normale, mais on n'utilise pas la loi normale, on utilise la loi de Student. Alors, je pense qu'on est dû encore une fois pour un exemple. Alors, dans l'exemple ici, on vous dit, ben, un fabricant d'ampoules veut estimer la durée de vie de ses ampoules. Pour ce faire, il prélève aléatoirement un échantillon de 20 ampoules et il vérifie leur durée de vie. Et il obtient les résultats suivants qui sont en heures. Alors, vous avez 20 données. On vous dit, si on suppose que les durées de vie des ampoules sont distribuées selon une loi normale, trouvez un intervalle de confiance à 95% pour estimer la durée de vie moyenne des ampoules. Alors, notre variable, ben encore une fois, on va dire x, c'est la durée de vie d'une ampoule de ce fabricant. La formule, n est inférieur à 30. La taille de la population est inconnue, donc on va supposer que c'est avec remise. C'est un peu bizarre, j'avoue, dans le cas d'ampoule, parce qu'une fois que l'ampoule est brûlée, c'est rare qu'on peut la réutiliser, mais comme grand N est inconnu, même si on le fait sans remise, le facteur va être négligeable. X est de loi normale et nulle part dans l'énoncé du problème, on vous donne l'écart type. Alors, on va pouvoir trouver l'écart type de l'échantillon, c'est-à-dire S, mais on ne pourra pas trouver sigma. Alors, sigma est inconnu. Donc, on est dans le cas, justement, où on peut utiliser la loi de Student. Alors, voici l'intervalle qu'on va utiliser dans ce cas-ci. Maintenant, nos valeurs, ben, on va sortir notre calculatrice, on va calculer la moyenne et l'écart type. Ça nous donne une moyenne de 39,5 dans l'échantillon, un écart type échantillonnal de 4,11, une taille d'échantillon qui est de 20. Et pour trouver maintenant la valeur de T alpha sur 2 n-1, ben, on sait que le 1 moins alpha vaut 0,95. Donc, on sait que alpha sur 2 vaut 0, que alpha vaut 5% et que alpha sur 2 vaut 0,025. Alors, ce qu'on va faire, on va aller fouiller dans une table de loi de Student. Vous avez justement en haut ici à quoi elle ressemble la courbe de Student. Elle ressemble à une courbe normale. C'est vraiment le même style de courbe en cloche. Elle est juste peut-être un peu plus aplatie que la courbe normale. Pour aller fouiller dans la table de la loi de Student, j'ai besoin de deux choses. J'ai besoin du degré de liberté
c'est-à-dire dans notre cas, n-1, donc ça va être 19. Et j'ai besoin du alpha sur 2. C'est marqué alpha en haut, mais dans notre cas, pour l'intervalle, on va aller fouiller dans alpha. Ça va être alpha sur 2, donc ça va être 0.025. Alors, on va aller fouiller à l'intersection de la colonne 0,025 et de la ligne 19, et ça nous donne la valeur qu'on veut pour t alpha sur 2. Donc, on trouve ici que, on est à l'intersection donc de ces lignes-là, et on trouve que t alpha sur 2, donc t de 0,025 et 19, ben c'est égal à 2,093. Alors, mon intervalle de confiance, ben encore une fois, je vais commencer par calculer la marge d'erreur. Donc, la marge d'erreur, elle sera de 1,924. Et mon intervalle de confiance, ben, c'est encore une fois la moyenne de l'échantillon moins la marge d'erreur jusqu'à la moyenne de l'échantillon plus la marge d'erreur. Et ça donne un intervalle à 95%, donc une probabilité de 95%. Ça veut donc dire que la moyenne est comprise entre ces deux valeurs-là avec une probabilité de 95%. Et le sens dans le contexte, ben, je vais dire qu'on affirme avec une probabilité de 95% que la durée de vie moyenne de l'ensemble des ampoules de ce fabricant, pas juste celle de l'échantillon, de l'ensemble, ben, elle se situe entre 37,576 heures et 41,424 heures. Et on arrive enfin au quatrième et dernier cas, le cas où le sigma, encore une fois, est inconnu, mais où n est supérieur ou égal à 30. Alors, vous vous rappelez, quand n est inférieur à 30, on exigeait que les données soient de loi normale. Quand n est supérieur à 30, ben devinez grâce à quel théorème je peux maintenant ignorer ça. C'est grâce au théorème limite centrale. Donc, je perds l'obligation d'avoir absolument une loi normale. Et la loi de Student, à partir du moment où n est supérieur à 30, elle aussi, à cause du théorème limite centrale, se comporte comme une loi normale. Alors, pour l'intervalle de confiance dans cette situation-là, quand sigma est inconnu et quand n est supérieur à 30, ben je reviens à mes vieux intervalles de confiance que j'avais avant. La seule différence, c'est qu'au lieu d'avoir sigma, j'ai la valeur de S. Et là, maintenant, j'ai plus de seuil de probabilité qui viennent d'une loi de Student. J'ai des seuils de probabilité qui viennent d'une loi normale à cause du Z ici. Hein? Donc, si l'échantillon est prélevé avec remise, ben, c'est cet intervalle-là. Puis si c'est prélevé sans remise, bien, on ajoute des facteurs de correction. Et ces facteurs sont négligeables si le rapport est inférieur à 5%. Alors, un dernier exemple, on vous dit, bien, une autrice a dans sa bibliothèque 320 livres. Pour estimer la valeur moyenne de ces livres, elle prélève aléatoirement et sans remise un échantillon de 60 livres et trouve une valeur moyenne de 12,61 $ avec un écart type de 3,46 $. La question, construire un intervalle de confiance à 90% pour estimer la valeur moyenne des livres de l'autrice. Alors, première remarque, l'écart type que vous avez ici, je vous ferai remarquer que c'est l'écart type qui vient d'un échantillon. Donc, c'est S et ce n'est pas sigma parce que on vous dit, elle prélève un échantillon de 60 livres et trouve une valeur moyenne de 12,61 $ avec un écart type de 3,46 $. C'est pas comme tantôt où on vous disait que c'est distribué selon une loi normale et avec sigma égale à 5, par exemple. Là, on n'a rien donné pour sigma. C'est le S qu'on vous donne dans la question. Alors, pour trouver l'intervalle, ben, comme n est, on va définir notre variable d'abord. Donc, x, c'est la valeur d'un livre de l'autrice. La formule, ben, comme n est supérieur ou égal à 30, que c'est sans remise, que sigma est inconnu, et que le rapport entre petit n et grand n est plus grand que 5%, ben, on va utiliser la formule que vous avez ici. Dans le problème, on me donne X bar qui est 12,61 $. On me donne S qui est 3,46 $. On me donne petit n égale 60, grand n égale 320. Je sais que le 1 moins alpha vaut 90%. Alors, si je vais fouiller dans la table de loi normale, ben, je divise à 45% de chaque côté et ça me donne un Z alpha sur 2 qui vaut 1,645. Donc, maintenant,
On va calculer notre marge d'erreur. Alors, ma marge d'erreur, elle est égale à 0,663. Je calcule mon intervalle en prenant la moyenne de l'échantillon moins la marge d'erreur jusqu'à la moyenne de l'échantillon plus la marge d'erreur. Et ça me donne donc une valeur moyenne qui varie entre 11,947 $ et 13,273 $. Alors, le sens dans le contexte, ben, on va dire qu'on affirme avec une probabilité de 90% que la valeur moyenne de l'ensemble des livres de l'autrice se situe entre 11 $ et disons 95 sous si on arrondit à 2 décimales et 13,27 $. Alors, petit avertissement, bien sûr, pour que ces intervalles soient crédibles, il faut que les échantillons soient prélevés aléatoirement. Hein, rappelez-vous ce qu'on avait dit déjà dans le chapitre 4, que tous les calculs qu'on fait sont prévus pour des situations aléatoires. Donc, si on a des échantillons qui ne sont pas aléatoires, ben, nos résultats n'auront pas de crédibilité à ce moment-là. Je vous présente maintenant un extrait de la feuille de formule que vous allez avoir avec l'examen final. Vous voyez dans cette feuille de formule-là, donc, vous avez un tableau dans lequel vous allez trouver juste à côté de I de C, un aide-mémoire pour chacun des intervalles de confiance. On vous dit, par exemple, si n est supérieur ou égal à 30, ben, quand sigma est connu, c'est cet intervalle-là qu'on utilise. Quand sigma est inconnu, c'est celui-là qu'on utilise. Quand n est inférieur à 30 et que la population est de loi normale, ben, si sigma est connu, c'est cet intervalle-là. Si sigma est inconnu, ben, c'est celui avec la loi de student. Alors, cette feuille-là, elle vous sera donnée dans les prochains examens. Remarquez aussi que ce que je vous donne ici, c'est pas la formule de l'intervalle comme telle. C'est un aide-mémoire. Ça dit x bar plus ou moins z alpha sur 2 s sur racine de n. Alors moi, quand je vous demande de me donner la formule, je ne m'attends pas à ça. Je m'attends à ce que vous m'écriviez, c'est la probabilité de x bar moins z alpha sur 2 s sur racine de n, plus petit que mu, plus petit que x bar plus z alpha sur 2 s sur racine de n, etc. Et je vous indique pas non plus quand utiliser le facteur de correction. Vous devez le savoir, hein, c'est quand c'est sans remise et quand petit n sur grand N est inférieur à 0,05, ben c'est là que vous devez utiliser le facteur de correction et savoir où le mettre. Hein. Alors, la feuille de formule, elle est là, elle vous donne énormément d'informations, mais pas toutes les informations. Vous devez quand même savoir certaines choses. Alors, avec ce qu'on a vu aujourd'hui, je pense que c'est la plus longue capsule de la session. Ben, vous êtes en mesure de compléter les exercices de la section 5.3. Merci de votre patience.